Donc c'était le cas déjà sous l'Union soviétique. C'est ce qui d'ailleurs a porté un grand nombre de Russes à soutenir ce qu'on a appelé la parade des souverainetés sous Yeltsin, c'est-à-dire chacun déclarant son indépendance. Et au fond, Yeltsin les y a encouragés, soutenus en cela par une majorité de Russes à l'époque. Mais ils s'en sont très vite repentis, parce que ça s'est soldé pour eux par des pertes territoriales et une perte d'influence tout à fait considérable. Donc, Poutine, lui, tient le milieu entre ce courant, ce sentiment nationaliste russe qui considère que la Russie ethno-culturelle, disons, doit s'affirmer elle-même et se détacher peu à peu de ses satellites, alors caucasiens, asiates, toutes ces entités, puisque la Russie est composée de 84 sujets fédérés, mais ça doit être 85 maintenant avec la Crimée, je fais peut-être une erreur à un chiffre près. Donc des républiques, des régions autonomes, des régions tout court. Et par conséquent, il y a ce courant-là. Et puis il y a un autre courant qui se définit volontiers comme eurasiste et qui valorise le passé impérial de la Russie, considérant qu'elle est multiethnique, qu'elle est un empire. C'est Douguine, principalement, Alexandre Douguine, dans la 4e théorie politique, qui développe ces conceptions. Alors, à cet égard, Poutine, disais-je, tient une position synthétique et syncrétique. Tantôt, il valorise cet héritage impérial de la Russie et les entités fédérées, les différentes cultures qui composent effectivement l'ensemble russe. Et puis tantôt, c'est une attitude très russe, on parlait de l'assimilation tout à l'heure, c'est pas comparable là pour le coup, parce que la Russie est effectivement un empire dont les Russes était un empire dont les Russes entendaient et continuent d'entendre qu'il soit dirigé par une tête russe. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois attachés au rayonnement, au caractère multiethnique, multiculturel, l'idée d'une grande mosaïque de peuples, mais, et Poutine le rappelle fréquemment, à cette condition que la tonalité dominante, la tête de cet ensemble soit tenue par les Russes. Voilà, ils sont vraiment sur cette crête et Poutine l'occupe. Donc, par ailleurs, tiens, je lance un petit signe envers certains de mes amis qui fantasmeraient à mes yeux l'équivalent d'une sorte de racisme pour l'Europe occidentale. C'est là aussi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les expériences politiques peuvent être confrontées. Je confronte Poutine, Bonaparte, il y a des points de réflexion, de comparaison possible, mais elles ont en même temps quelque chose d'absolument unique. La Russie est la Russie, c'est effectivement une nation impériale qui s'est constituée ainsi. Elle a donc des problématiques relativement différentes des problématiques françaises en matière de coexistence des différentes communautés ethno-religieuses, etc. Donc la dialectique entre la diversité et l'unité ne se pose pas dans les mêmes termes. C'est pourquoi d'ailleurs il faut que l'État soit fort, parce que sinon, très très rapidement, l'ensemble russe fédéral est susceptible de se disloquer. Dans les années 90 d'ailleurs, il n'y avait pas que la Tchétchénie, le Tatarstan avait refusé de participer au traité d'union de 92, avait des velléités d'indépendance. Comme l'État central ne contrôlait plus rien, eh bien, il y a certaines entités qui commençaient à négocier, notamment vers la frontière chinoise, des tarifs douaniers préférentiels, mais rien que pour eux. Enfin, donc voilà, c'est une problématique très spécifique, très particulière. Poutine essaye de faire tenir ensemble un grand corps qui est à la fois multiethnique mais avec dominante culturelle russe. Pour la France, qui s'est constituée comme un État unitaire par assimilation justement des provinces dans une même unité, il est évident que la diversité communautaire ne peut pas être vécue de la même manière. Elle est plutôt un facteur effectivement de dispersion, de dislocation. Bon, pour les Russes, ça se passe un peu même très différemment en fonction de leur histoire. Et puis par ailleurs, je voulais souligner également que le nationalisme russe ou le patriotisme russe, bon, a sa teinte propre. Poutine, de ce point de vue-là, et en revanche, il est très comparable à Bonaparte, essaye de réconcilier différentes Russies.
De la même manière que Bonaparte fait le concordat pour solder le conflit entre la Révolution et l'Église, qu'il amnistie un certain nombre de jacobins, mais aussi un certain nombre d'émigrés royalistes, qu'il essaye de construire donc un ensemble symbolique qui maintient le 14 juillet comme fête nationale, mais il supprime la célébration du 21 janvier, mort du roi. Donc il opère vraiment une stratégie. C'est un passage qui peut-être fera sourire certains, ou c'est un titre qui sera évocateur pour certains, que j'ai intitulé « Autorité et réconciliation ». C'est-à-dire que Poutine, comme Bonaparte, mène une politique autoritaire de réconciliation nationale. Alors Poutine le fait à l'égard de l'héritage soviétique. Oui, parce que ça, en plus, on a parlé avec Alain Benajam, justement, ici, il disait, Poutine, il n'a pas du tout jeté tout l'héritage soviétique, il le refuse pour des raisons nationales, justement. Il le refuse. Il dit, en substance, si l'on devait considérer en déplaçant par exemple le corps de Lénine du mausolée du Kremlin, si l'on devait signifier à des générations que leur mère et leur père ont vécu pour rien, eh bien ce serait une grave erreur, même si en même temps un certain nombre de gens portent dans leur famille et dans leur cœur et dans leur mémoire les souffrances du stalinisme. De ce point de vue-là, il instaure une fête nationale qui est très très syncrétique parce qu'elle est très proche de l'ancienne, c'est toujours en novembre, donc la révolution d'octobre, mais elle commémore le temps des troubles, c'est-à-dire ou la fin du temps des troubles, le moment où la Russie s'affranchit à la fois du désordre intérieur et de la domination polonaise, en 1610, là aussi je ne veux pas faire d'erreur, il me semble que c'est cela. Par conséquent, il s'agit vraiment d'une politique de réconciliation nationale. Il célèbre à la fois Vysotsky, qui était un chanteur demi-dissident très très populaire, l'Union soviétique. On sait qu'il rétablit l'hymne soviétique avec des paroles différentes, mais rédigées par le même auteur en 2000, très rapidement après son accession au pouvoir, alors que pendant 10 ans, eh bien, la Russie n'a plus eu d'hymne. Il y avait une musique patriotique, ce qui est un appauvrissement symbolique tout à fait considérable. Et donc, en même temps, l'aigle bicéphale devient l'emblème de la Fédération de Russie, mais le drapeau rouge reste celui de l'armée rouge. Donc il y a vraiment une volonté très synthétique et syncrétique de réconcilier les différentes Russies. La Russie tsariste, orthodoxe, là aussi, il contribue au rapprochement des deux églises, des deux églises russes de l'intérieur et de l'extérieur. La Russie soviétique plus que communiste, parce que ça, il est important que nos auditeurs s'en avisent. Il y a énormément de Russes qui sont nostalgiques de l'Union soviétique sans être nostalgiques de la domination du parti communiste, du parti unique. Ce dont ils ont la nostalgie, c'est de ce grand ensemble puissant, rayonnant, fédérant justement une grande mosaïque de peuples. C'est de cela qu'ils sont nostalgiques. Le régime du parti unique, avec ses privilèges, sa nomenclature, ses lourdeurs bureaucratiques, suscite beaucoup moins de nostalgie. Quoique, chez les vieilles générations, la dimension protectrice du système... Oui, voilà, parce qu'il y a des droits sociaux, quand même, beaucoup de droits sociaux qui ont disparu et que, apparemment, justement, les gens sont très nostalgiques de ça. Et, tu pourrais nous confirmer si Poutine il a réhabilité un peu certains de ses droits ou... Alors, là, il faut être précis. Poutine n'est pas de Chavez. C'est-à-dire que Poutine est davantage étatiste que socialiste. Il rétablit l'État, ce qui est déjà pas mal. Il libère l'économie russe d'un certain nombre de grandes forces, de grands flux erratiques internationaux ou supranationaux, et c'est déjà faire beaucoup. Les pensions des retraités sont payées, mais sans être suffisamment revalorisées. Il faut le dire, il y a beaucoup de retraités russes qui vivent tout de même dans une forme de précarité et de pauvreté. Certains sont obligés de travailler. On pourrait dire que la politique sociale de Poutine, elle est avant tout nationale, c'est-à-dire natalisme, rétablissement donc du rôle de l'État dans l'économie, productivisme, développement du marché intérieur et de l'investissement productif, même si ça n'est pas encore suffisant,
En revanche, en termes de droits sociaux, il a été d'ailleurs assez dur à l'égard des pensionnés de l'époque soviétique, des pensionnaires de l'époque soviétique, en disant on ne revalorisera pas les pensions. Bon. Oui, il y a là sans doute une limite de la politique poutinienne, en effet. Bon, cela étant, et là je donne tous les chiffres dans le livre, je me suis appuyé sur des spécialistes de la Russie, bien entendu, hein, j'ai fait ce travail. Je ne suis pas moi-même un économiste de spécialité, simplement tous les chiffres y sont pour la période 2000-2008. Les seuils de pauvreté, ou le taux de pauvreté a baissé en Russie de manière extrêmement significative. La courbe des revenus a augmenté et un embryon de classe moyenne, 25 ou 30% de la population, là on discute, a commencé de se former. Donc ça, ce sont des réussites indéniables. Mais de politique sociale directe, on pourrait dire que c'est plutôt les effets sociaux du développement économique qui caractérisent, plutôt qu'un volontarisme dans ce domaine. En revanche, du côté de la natalité, là, il y a un véritable volontarisme d'État. Alors, il y a pas mal de questions. On me demande, tiens, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que tu penses de l'analyse, toi, de Émeric Choprade, justement, peut-être un collègue en plus, Émeric Choprade, et qu'est-ce que tu penses de son analyse? Parce qu'il c'est vrai qu'il parle beaucoup de la Russie, Émeric Choprade. Sur la question de la Crimée et de la place de la Russie dans le monde et de la multipolarité, la nécessité de la Russie pour la multipolarité et l'idée que la France aurait tout intérêt à renouer avec la profondeur continentale russe, avec aussi la solidarité civilisationnelle. Alors ça, là aussi, hein, c'est très ambigu parce que en politique internationale, on a d'abord des intérêts plutôt que des amis. Toutefois, on ne peut pas ignorer le sentiment des peuples, les habitudes communes, les amitiés historiques qui permettent sans doute de mieux coopérer. Bon, de ce point de vue-là, je pense que, en effet, le rôle de la Russie dans la multipolarité, la nécessité de tourner la France, alors à la fois vers son espace maritime, ça c'est la grande thématique qu'on développe au Front National au Rassemblement Bleu Marine, et en même temps vers la profondeur continentale européenne à travers un rapprochement avec la Russie, me paraissent bien sûr converger avec mes positions. Hein. Parce que historiquement, en plus, la France, on avait des alliances avec la Russie. Enfin, après les aventures napoléoniennes, il y a eu un grand rapprochement, quoi. Bien sûr. La dernière fois qu'on s'est fait la guerre, vraiment, c'est, je crois, 1855, c'est la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, ouais. Il y a eu quelques coups de feu dans le sillage de la guerre civile russe avec quelques corps francs qui ont été envoyés se battre du côté des Blancs. Mais en effet, je pense que nous avons tout intérêt. Alors sans russolatrie, hein, il ne s'agit pas de ça, parce que là, si vous voulez, je le dis aux auditeurs, moi je rétablis l'équilibre d'une certaine manière. Poutine est tellement maltraité dans les médias occidentaux que ça en devient absurde. Et au fond, mon livre, un de ces aspects, parce que c'est aussi un livre de philosophie politique. Je remonte d'ailleurs dans un chapitre que j'ai intitulé « Poutine de l'Antiquité à nos jours, la figure du chef républicain ». Je remonte des Grecs jusqu'à nous. Bon, donc il y a de vastes perspectives, il ne s'agit pas d'une simple monographie sur Poutine, mais effectivement, je rétablis l'équilibre. Mais sans russolatrie, il ne s'agit pas de passer d'un empire à l'autre. Moi, j'aimerais bien que les élites françaises abandonnent cette fâcheuse pente qui les conduise à se chercher un maître. Voilà. J'aimerais qu'elle veuille la liberté du peuple français, à la façon de Gaulle notamment, et puis d'autres par le passé. Je crois que nous en avons les moyens. Il n'est pas nécessaire d'être le plus fort pour être libre. Il suffit de se posséder soi-même, d'être habile, de jouer des contrepoids, justement entre les différentes puissances. Il est certain que nous n'avons pas la puissance militaire des États-Unis. Et pour autant, nous avons notre carte à jouer, un espace maritime, des traditions diplomatiques, un savoir-faire, la place au Conseil de sécurité de l'ONU, l'énergie nucléaire, etc. etc. Donc il ne s'agit pas de passer du giron américain au giron russe. Mais de toute façon, je ne crois pas que ça soit ce que recherche la Russie poutinienne. Il s'agit précisément de permettre le développement autonome des espaces politiques et économiques, des nations, enfin pas des espaces d'ailleurs, mais des nations, dans des espaces de solidarité,
mais sans dogmatisme. Moi, j'aimerais que la France soit libre de s'allier à la Russie, mais sans s'allier, sans s'y lier par je ne sais quel système d'alliance aussi contraignant que celui de l'OTAN. C'est un peu une ligne de Gaulle, ça. Une ligne un peu à la De Gaulle, un peu. Parce que De Gaulle, lui, il avait fait un rapprochement avec la Russie, un peu. Il avait passé le traité de Moscou, c'est bien vrai, ça. Oui, il y avait déjà au moment à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite dans les années 60, oui, De Gaulle jouait des contrepoids, voilà. etc. Je pense que en outre, et là, ma préférence, ou mon inclination me porte vers la Russie plus que vers les États-Unis, là je crois que ça n'étonnera personne, non seulement pour des raisons alors là, personnelles de sympathie pour la Russie, mais aussi par calcul d'intérêt. Je crois que la politique russe aujourd'hui offre plus de garanties, beaucoup plus de garanties de rationalité, d'équilibre, et de multipolarité que la politique américaine. Donc par conséquent, c'est aussi le fait d'un calcul rationnel. Les réserves énergétiques de la Russie sont une garantie pour l'avenir. Je crois qu'on aurait tout intérêt à se concentrer là-dessus, mais pas seulement. Je pense aussi à la francophonie. Je pense aussi à nos intérêts stratégiques et à nos liens culturels en Afrique, au Canada. Tout cela n'est pas exclusif, hein. Mais en revanche, je crois que la Russie est aujourd'hui au cœur des choses, on le voit à travers la crise ukrainienne. C'est vraiment le sort du monde, la distribution du monde, une configuration du monde qui se joue là. Parce que si Kissinger, parce que récemment il est intervenu en évoquant un changement de régime à Moscou, je leur souhaite bon courage quand même, hein. Je crois qu'ils vont avoir du mal parce que compte tenu de l'état de l'opposition russe, qui en 2012 avait quelque chose de là, je le dis tout net, d'assez grotesque dans ses propres contradictions, puisqu'on trouvait Garry Kasparov libéral pro-occidental à côté de Limonov, qui est un écrivain qu'on connaît bien, mais qui est un national-bolchevique échevelé. C'est l'autre Russie, ça ne voulait plus rien dire. Cette alliance-là a éclaté, mais il y avait des nationalistes russes, donc ethniques, vraiment sur base ethno-raciale même, ethno-culturelle, mais qui va vers une certaine forme de racialisme, qui défilaient aux côtés, peu nombreux d'ailleurs, 100 000 à peine à Moscou, aux côtés de libéraux à la Boris Nemtsov, qui était vice-ministre de l'économie sous Yeltsin, qui est discrédité totalement. Et la popularité de Poutine, ici, à mon avis, parce qu'il y a eu un regain, voilà, il faut quand même le souligner, il y a un regain de popularité de Poutine en Russie depuis l'affaire de Crimée. Il n'avait jamais tout à fait perdu sa popularité. Bon, disons mais là, vraiment, on sent que ça a explosé. Bien sûr, il a une légitimité nationale qui est liée au fait que les Russes, d'abord, sont un peuple tragique, qui a le sens de l'histoire, qui est un peuple de patriotes, et pour lesquels la grandeur nationale de la Russie est vraiment quelque chose qui est vécu personnellement par beaucoup de Russes. Et cette perte de grandeur, cet abaissement, on évoquait la Bosnie tout à l'heure, le spectacle de Boris Yeltsin en phase terminale, eh bien cela, ça a été très très durement ressenti par les Russes. Et par conséquent, Poutine, ça n'est pas le moindre de ses œuvres, ça n'est pas la moindre de ses œuvres, a rétabli la fierté nationale russe, et les Russes l'ont savent gré. Voilà. Parce que, alors justement, ça c'est une question qu'on nous a posée souvent, est-ce qu'il y a un risque réel de troisième guerre mondiale avec cette affaire? Parce que ça c'est une question qu'on nous pose, que beaucoup d'entre vous ont posé sur le chat, en se disant, mais est-ce que les Américains avec, alors bon, pour rappeler voilà, ce qui se passe en Ukraine, mais on sait qu'ils installent aussi cette espèce de barrière anti-missile, enfin de barrière de missiles. C'est le bouclier anti-missile. Bouclier anti-missile. Ça c'est une parce que ça c'est des Russes. Bien sûr. Ça devait être en Pologne, il a été évoqué en Bulgarie. Et puis dans les pays baltes il a été aussi, suspendu
quand Obama est arrivé au pouvoir, puis relancé l'an dernier, j'en parle dans le livre. Alors ça, c'est véritablement une agression caractérisée. D'ailleurs, Poutine éclatera de rire quasiment aux larmes, il éclatera de rire à la Poutine, devant un journaliste qui lui dira, mais au fond, non, mais le bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie. Et Poutine d'éclater de rire, parce que bien évidemment qu'il est dirigé contre la Russie. Enfin, oui, parce que l'hypocrisie des Américains nous avait dit que c'était pour contrer l'Iran, voilà. Qui est juste à 5000 km par là-bas. Ou les Martiens qui vont justifier l'existence et l'emploi de ce bouclier antimissile. Oui, ça c'est une des zones de friction. Alors il a été reformulé, je ne rentre pas dans les détails, c'est-à-dire que désormais ça n'est plus exactement un bouclier antimissile. Les lecteurs verront dans le livre. Mais effectivement, il y a des zones là, des points de déstabilisation, des germes, voilà, je cherchais le terme, de déstabilisation internationale et de conflits extrêmement virulents. La Troisième Guerre mondiale, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que s'il devait y avoir un effet en chaîne, si vous voulez, une sorte de cascade de la violence qui se répandrait, alors c'est toujours malaisé ce genre de prédiction, hein, mais qui pourrait s'étendre peut-être du côté du Kazakhstan, peut-être dans les pays baltes, hein, encore une fois que j'évoquais tout à l'heure. Je ne crois vraiment pas, là je le dis très clairement, que la responsabilité en incomberait à la Russie, parce que ça n'est pas elle ici qui flatte et encourage à la violence en Ukraine. Ce sont les réseaux atlantistes et leur relais médiatique, au premier rang desquels Bernard-Henri Lévy, qui d'ailleurs a été quand même un peu hué sur la place Maïdan. Ça veut dire que tout de même, les nazis qu'il soutient là-bas se sont un peu rendus compte de qui on leur envoyait. C'est quand même savoureux, hein, c'est-à-dire un droit de l'homiste prétendu, cosmopolite revendiqué. Alors attention, c'est un terme qu'il revendique hein, dans la revue Globe, numéro de 87, nous sommes résolument cosmopolites, tout ce qui est franchouillard nous est odieux, etc. Donc ça n'est pas moi, Yannick Jaffré, qui me permettrait d'attribuer la notion de cosmopolitisme ou le vocable cosmopolite à monsieur Lévy. Hein. Voilà, je crois que, en tout cas, cette situation est lourde de dangers futurs. Une extension, après tout, ça n'a pas eu lieu autour de la Yougoslavie. Une extension au-delà de l'Ukraine, je n'en sais rien. Je ne peux absolument pas le prédire. Oui. Alors, juste aussi, on nous demande, est-ce que, justement, les Américains, alors voilà, par rapport à qui, on me fait tout un tas de déclarations de Kissinger, en fait. On dit, je viens d'en évoquer une, là, voilà. Changement de régime à Moscou. Oui. Kissinger, leur urgence me prouve qu'ils savent très bien que la grande épreuve de force est à nos portes. J'ai rêvé de ce moment délicieux. C'est Kissinger qui aurait dit ça, qui s'exprimait sur l'Ukraine. Il nous dit aussi les États-Unis appâtent la Russie, appâtent la Chine et la Russie, et le dernier clou dans le cercueil sera l'Iran, qui est bien sûr la cible d'Israël. C'est Kissinger qui aurait dit ça. Parce qu'il y a un rapprochement aussi Chine-Russie, ça c'est presque, j'ai envie de dire, révolutionnaire dans les relations. J'ai évoqué tout à l'heure l'organisation de la coopération de Shanghai, qui était déjà une institution qui marquait ce rapprochement. Oui, il y a des intérêts convergents. Alors après, la Chine a sa politique propre. Elle est tellement puissante qu'elle ne s'alliera pas dans quelque chose qui ressemblerait à un axe. Ça, je n'y crois que peu, mais en revanche, une alliance objective, non pas un axe subjectif, mais une alliance objective, c'est-à-dire des intérêts qui convergent et qui contribuent à faire reculer les menées atlantistes, ça peut s'envisager. Après, la Chine poursuit sa propre course. Hein. Elle travaille à pénétrer l'Afrique. Elle est dans sa propre... elle obéit à son propre agenda, si je puis dire. Hein. Donc,
je crois qu'il faut pas non plus espérer en une espèce de surgissement comme ça, d'une multipolarité volontariste, une espèce de grande déclaration des non-alignés, de grande convergence des non-alignés. En revanche, il est certain qu'il y a des intérêts communs et que les lignes de front aujourd'hui passent par ce que tu viens d'évoquer, hein, effectivement l'Iran, la Russie, l'Ukraine et la Chine jouant là sa propre partition. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que parce que les Chinois, bon, on sait qu'ils ont quand même, j'ai presque envie de dire, ils sont confrontés aussi à une attaque américaine en Asie, dans le Pacifique. Les Américains sont très agressifs aussi avec l'histoire du Japon, les îles qui se revendiquent. Ils sont aux Philippines, il y a le problème de Taïwan. Enfin, la Chine aussi se sent un peu agressée, si j'ose dire. Mais elle a des arguments vis-à-vis des Américains sans doute plus directs et forts que ceux de la Russie. Les banques chinoises, dont on sait qu'elles tiennent une partie de l'économie américaine. Je ne m'inquiéterais pas trop pour la Chine, à vrai dire, mais je ne placerai pas dans l'affirmation de la Chine, qui est un phénomène majeur du temps, trop d'espoir, parce qu'il me semble que la Chine aussi contribue à la dévaluation des industries nationales, elle inonde le marché mondial de produits à faible valeur ajoutée, elle pratique une exploitation à grande échelle de masse de travailleurs demi-paupérisés, il y a des phénomènes d'exode ruraux extrêmement importants, extrêmement violents en Chine. C'est là que peut-être le calcul des intérêts géostratégiques irait aussi de pair avec une forme de convergence des modèles. Je crois que le modèle russe, sans que nous ayons à l'imiter, congruerait davantage avec le nôtre, si vous voulez, que le principe productif chinois, pour parler de l'économie par exemple. Hein. Voilà. Oui, je suis assez sino-sceptique de façon générale, mais pour développer ça peut-être une autre fois. Voilà, alors juste parce que je sais qu'on arrive à la fin, mais il y a une question aussi, c'est la question militaire, parce que je sais que la Russie, alors ça c'est pareil, c'est une question qu'on avait évoquée beaucoup ici avec Alain Benajam, qui aime beaucoup aussi la Russie, et qui disait que la Russie en ce moment avait plutôt un avantage militaire sur les Américains, mais c'est quelque chose qui n'est pas très... Pas en termes de budget militaire. Pas en termes de budget, mais apparemment les États-Unis ne seraient pas si... ils n'auraient pas les moyens en fait d'attaquer la Russie, selon lui, comme ça. Alors moi je pense qu'ils en auraient virtuellement les moyens militaires, mais le coût pour eux serait le coût diplomatique, le coût en termes de risque, parce que la Russie a un budget qui est effectivement... alors là, si je donne des chiffres dans le livre, même s'il y a un grand plan de développement, hein, notamment de réhabilitation, priorité aux sous-marins, aux infrastructures justement de la marine, il y a un plan de grande envergure. C'est pas en termes de course aux armements, puisque Poutine se souvient des années 80 et du fait que la course aux armements a achevé l'Union soviétique, c'est-à-dire la recherche de la parité militaire avec les États-Unis, à travers le Star Wars, hein, enfin Guerre des Étoiles. la guerre des étoiles, initiée par Reagan, mais c'était déjà en route avant, a achevé, entre autres facteurs, d'épuiser l'économie soviétique. Donc les Russes ont dû abandonner, ça a été douloureux d'ailleurs pour les élites russes, cette quête de la parité militaire, la parité des dépenses, la parité des structures. Poutine n'y revient pas, simplement il redéveloppe effectivement son outil de défense de façon telle que les États-Unis ne peuvent pas ignorer les capacités de rétorsion de la Russie, oui, en cas d'attaque grave, d'attaque directe, je ne le vois pas arriver. Hein, pour réévoquer la question de la Troisième Guerre mondiale, je ne le vois pas arriver pour des raisons de rationalité géostratégique. Je ne vois pas que les États-Unis y auraient le moindre intérêt, parce qu'alors là, ça serait la Troisième Guerre mondiale.
et on n'en serait pas heureux. Ouais, voilà. Et puis la Russie aussi, ils aident, on sait qu'ils ont livré les S-300, les fameux S-300 à la Syrie, ils en ont livré à l'Algérie aussi, on nous demandait les relations entre la Russie et l'Algérie. On sait qu'ils sont anciennes. Hein, qui sont anciennes d'ailleurs entre la Russie et l'Algérie. Donc, je voulais dire aussi, puisqu'on arrive vers la fin, que on s'est beaucoup penché là dans ces 2 dernières heures, surtout dans la dernière sur les questions géopolitiques, géostratégiques, c'est normal, c'était commandé par l'actualité. Mais je tiens à dire que dans l'ouvrage, je développe véritablement des conceptions de philosophie politique qui se saisissent des circonstances historiques, parce que je déteste, si vous voulez, la pratique de la philosophie, si tu veux, la pratique de la philosophie hors sol, purement abstraite, etc. C'est pourquoi j'ai voulu partir d'une figure contemporaine, d'une figure historique, Bonaparte, et puis de situations historiques concrètes. Mais à travers cela, j'évoquais les traités de Westphalie, j'évoquais aussi la figure du chef républicain, Poutine de l'Antiquité à nos jours. J'aborde un certain nombre de problèmes de philosophie politique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une enquête de géopoliticiens ou d'économistes. Je me sers des travaux de géopoliticiens, des géopoliticiens et des économistes, notamment, des juristes aussi, puisqu'il y a tout un travail sur la réforme de l'État et sur la situation du droit en Russie. Mais je m'en empare comme le philosophe de formation que je suis, c'est-à-dire pour inscrire ça dans une perspective historique et politique large et une batterie de concepts. La dernière partie s'intitule Pour une pensée politique, enfin, à demain, et puis pour une pensée politique, c'est-à-dire que j'essaye d'y rassembler tout ce que l'enquête sur la Russie, sur Poutine et l'analogie avec Bonaparte m'a permis de formuler pour proposer précisément une pensée politique pour la France. Voilà. Donc l'objet de ce travail, c'était à la fois de mener l'enquête, mais également d'outiller, d'armer conceptuellement ceux qui rêveraient pour la France d'un redressement poutinien. Oui. Comme je disais tout à l'heure que ce serait pas mal que Bernard-Henri Lévy trouve en face de lui un Poutine français. Moi je vois très bien qui, mais on verra ce que le destin décide. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On a dit qu'on leur a fait une petite surprise. Donc la régie va nous mettre un petit clip de préparation avant qu'on puisse revenir. Et puis restez connectés pour les plus courageux. Voilà, les 5 dernières minutes, vous voyez, comme dans les émissions. Eh ben, restez connectés. On vous fait une petite surprise. On arrive tout de suite. À vous la régie. Voilà, donc de retour pour les plus courageux, on a dit on finit en chanson ce soir. Donc voilà, c'est pas commun, vous connaissez, pour les habitués seulement, vous m'avez demandé, alors voilà, comme on dit, chose promise, chose due. Je suis passionné d'histoire d'antan, d'anciens héros comme D'Artagnan, même Bonaparte. Je crois en la démocratie au sein d'une vraie patrie, autodidacte. J'aime quand le peuple veut diriger, mais les élites veulent nous bluffer. Elle nous divise. Je donnerai mon âme sans répit. Aussi, dans un monde libre, l'arsenal, c'est la terreur, car je ne suis pas des leurs, trop insoumis. Pour résister, c'est mon défi. Je vais défendre mon pays. Est-ce donc un crime? Je n'ai pas besoin de médailles, pourtant je suis l'épouvantail. C'est ce qu'ils écrivent. Un démocrate, un résistant, un patriote, un combattant, mais pas un facho comme ils disent.
c'est son destin, et trop la traite comme une catin. Donc je me vexe, ils veulent pas ouvrir le débat et posent une étiquette sur moi, qu'on me déteste. Ce pays on l'a hérité, n'oublie jamais cette vérité. France veut dire libre, mais elle est en manque d'amour. Ils ont pourri le discours, plein de racisme. Bon Dieu, le réveil a tardé, maintenant on est attaqué. La finance nous plume, l'élite m'inspire que le dégoût. Nous sommes dirigés par des fous, tous sans scrupules. Ce qui unit nous rend plus forts, il nous divise, fait un effort, fuit la bêtise. Moi j'aime la France, je la défends, un démocrate, un résistant, mais pas un facho comme ils disent. Trop entouré de collabos, pensée unique et démago, dans l'attitude. Et pourtant je fais de mon mieux, je ne dirai jamais adieu. Je suis trop rude. Les chiens aboient mais ne mordent pas, devenus bêtes noires des antifas. Leur auditoire, pourquoi ils prennent ça comme un jeu? Alors moi je ravive le feu de notre histoire. Bleu, blanc, rouge, je roule à jamais, douceur de vivre à ce qu'il paraît, notre héritage. À mes ancêtres, j'ai fait serment de protéger même de mon sang cet idéal. Je ne peux pas me défiler si la patrie est en danger. C'est la justice. Moi je suis juste un Français qui résiste pour que la France vive, mais pas un facho comme ils disent. Voilà, c'était la libre antenne. Merci Yannick. Merci à toi. Franchement, c'était une super émission. Merci à tous sur le chat. Voilà, Stevie Nou, Renui, Zach, Ushicha, comme d'habitude, Gaspard, Don Canoggi, Nicolas Dulotte, tous ceux qui sont connectés, Rabin des Bois, Verbal Kint, Mister Kennel, Neoxybus, Freeman, voilà, Kimazouf, Julio, voilà, tous ceux qui sont toujours les métanotes, hein, comme vous vous appelez vous-même, Cafre Marron, RAF54, Eleftero, 6 millions, etc. Merci à vous, merci à la régie, merci beaucoup, cette soirée très instructive, voilà. Comme ça, on finit en chanson, parce qu'en plus, tu nous as dit que tu étais mélomane, tu écoutais du rap, tu me connaissais dans le rap, c'était assez incroyable. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, merci à vous la régie.